Salut à tous, bienvenue pour cette troisième ou quatrième session de FAQ de la chaîne, je n'ai pas fait tant que ça depuis le temps, où cette année 2025 ce sera les 10 ans de la chaîne. Et pour que vous le sachiez aussi, l'année prochaine ce sera mes 40 ans, alors waouh, je me sens très jeune là, je suis complètement... Enfin bref, nous allons faire quelques petites vidéos un peu particulières cette année, histoire de célébrer ça, parce que c'est pas tous les jours qu'on fête ces 10 ans. Je vais éviter de... de ramener ça à l'an prochain, contrairement aux joueurs du grenier, mais il n'y aura pas de Disneyfield spécial 10 ans, je pense. C'est pas trop mon truc. J'aime bien faire des célébrations plus pour des chiffres ronds, genre la centième, la 200e, vous voyez, mais les célébrations, il s'est passé 5 ans, 10 ans spécifiquement, j'avoue que c'est un peu... ouais. Hein. Je vais faire un truc un petit peu particulier, vous aurez une vidéo spéciale là-dessus, c'est d'ailleurs une question qui m'a été posée à cet égard-là, donc voilà, t'as déjà la réponse, c'est fait une de moins, mais en attendant, histoire de marquer un petit peu le coup, je me suis dit tiens, autant revenir à ce vieux truc qui plaisait bien hein, quand ça se faisait, de répondre à vos questions un petit peu hasardeuses que vous me poseriez sous mes vidéos. Et c'est parti pour cette liste. Alors, ce coup-ci, je vais être encore plus simple. J'ai directement mis sur mon téléphone, donc ça va aller plus vite. Ah oui, effort minimum depuis pas mal de temps, hein, feignasse jusqu'au bout, moi. Donc, commençons avec la première question, sans ordre d'importance ou quoi que ce soit, c'est juste la première que j'ai vue dans la liste. S'il y a un troisième opus de Gnoméo et Juliette, centré sur le personnage de Barry, est-ce que tu iras le voir? Mais j'irai le voir tous les jours, jusqu'à ce qu'il ne soit plus diffusé, bien entendu, mon gars! Meilleur personnage fiction, ce type. Malheureusement, je pense pas, vu le peu de succès de Gnoméo et Juliette, qu'il y ait un troisième opus, mais sait-on jamais, hein. Il y a bien eu genre 3 ou 4 films normes, alors... les films Gnoméo et Juliette, allez savoir. Et au cas où vous n'aurez pas compris, c'est une blague encore. Hein. Je sais que tu as déjà parlé de Doctor House dans ton top des meilleurs persos et des meilleures séries, mais est-ce que tu comptes un jour faire une vidéo entièrement consacrée à cette série? J'ai hésité à plusieurs reprises à faire un Zeri Top, c'est toujours d'actualité. J'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, j'adore cette série, j'adore ces personnages, j'adore le drame que ça crée à plusieurs moments. J'ai souvent hésité, mais à chaque fois que j'avais un petit peu envie de le faire, je me rendais compte que j'avais oublié certains épisodes, et j'avoue que le format Zeritop, étant donné qu'il me demande plus de temps que la moyenne et que je sais que ça vient d'un mouvement global et pas juste d'une tendance pour un type de vidéo, je sais que les Zeritop sont moins vus qu'avant, et en plus, étant donné que ce ne sera pas sur une série animée, ça attirera moins de monde, je sais que ça attirera pas des masses de monde. Alors, je suis pas contre faire ça, c'est pour ça que je garde ça dans une grosse possibilité, ça fait partie des séries qui ont le plus de chances d'être traitées en Zeritop dans le futur, mais je vais pas en faire des masses, malheureusement. Désolé. Mais voilà, il y a possiblement une vidéo qui sera dessus. Vu que Descendants 5 a été annoncé, oui, je me doutais bien, est-ce que le Disneyfield sur ce film sera une nouvelle collaboration avec Axel? Je ne sais pas. Faut bien comprendre que de base, j'avais prévu de faire ça tout seul. C'est Axel qui s'est proposé, hey, si tu veux, je peux t'aider pour gagner du temps, alors que j'ai pas gagné plus de temps que ça. Parce que je voulais que ce soit sorti sur ma chaîne. Hein. J'ai fait les 3 premiers sur ma chaîne. Je voulais que la 4e soit sur ma chaîne. Il dit, ah, je pourrais le monter pour toi. Non, non, non. C'est sur ma chaîne quand même, mec. Hein. Ah, merci beaucoup. Il a fait une fois de plus beaucoup plus de boulot que moi dans sa mise en scène personnelle, mais. Oui, je veux que la vidéo soit sur ma chaîne, et donc je sais pas exactement comment ça se passera. S'il est chaud, peut-être. Si je sens que ça peut s'y prêter également, parce que peut-être que j'aurai envie de faire autre chose, peut-être que je serai plus inspiré, ça dépendra un petit peu du film aussi, hein. Que voulez-vous? Déjà que c'est clair et net, on a prévu un truc pour Maléfique 3, est-ce que Descendants 5 serait peut-être un petit peu trop, un peu trop gourmand si ça vient à peu près en même temps aussi? Entre Elio, Zootopie 2 et Avatar 3, quel est le film Disney que j'attends le plus cette année? Avatar 3, pour le côté spectaculaire, oui. Après, Elio, je sais pas trop quoi en penser, le concept a l'air sympatoche, et Zootopie 2, ben, ça dépend un peu sur quoi ils partent.
Zootopie est une franchise qui a le potentiel d'aller loin. Je dois avouer que Zootopie Plus m'a pas donné cette impression de potentiel vraiment exploité, mais si Zootopie 2 sait bien tacler les points forts du premier film en inventant quelque chose de poids à côté, ça peut être cool, hein. Zootopie, ça fait partie des franchises qui ont le potentiel d'aller loin, si on les fait durer, hein, si on réfléchit bien à ça, donc c'est tout ce que j'attends, on va voir. On va dire Zootopie 2. Vu que tu as mis ce film à la 13e place de ton top des Disney-Films et que tu ne ferais pas donc devant les remakes Disney, est-ce qu'une critique sur Peter Elliott le Dragon pourrait voir le jour? À nouveau, hein, je tiens à rappeler ce que j'ai déjà dit. C'est déjà. Je pioche dans les derniers films, les films des places 14-15, des films que je ne compte pas faire, vraiment en dernier recours, quoi. Le numéro 15, c'était vraiment parce que j'avais rien et que je voulais garder un rythme et être un peu pertinent pour ce dernier mois de l'année. Après, ouais, si je pioche là-dedans, soit c'est vraiment pour un truc rapide et ok, peut-être que ça pourrait être Peter Elliott le Dragon, c'est vrai, c'est toujours une petite micro-possibilité. Soit s'il faut vraiment que je parte sur ce qui pourrait passer, ce qui donnerait matière sur pas mal de temps et pas juste un film, je pense que je me déciderai un peu à contre-cœur à tacler les remakes Disney. Et là, j'aurais toute une avenue devant moi, hein. Ça pourrait me tenir 2 années rien qu'à ça tout seul, presque. Donc, je sais pas, hein, c'est peu probable. Quelle est ta relation par rapport au parc Disney? J'en ai déjà parlé. Je n'y vais pas. J'y suis allé 2 fois, en tout et pour tout, à Disneyland Paris. Et c'était sympathique sans plus. Mais je dois avouer que ça vient du fait que je n'ai pas vraiment euh, l'habitude de sortir avec des gens. Donc quand on va tout seul dans ce genre de parc, ça fait pas beaucoup d'effet. Peut-être que si j'y allais en groupe avec des gens que j'aime bien, que je connais, ça marcherait plus. Mais tout seul, c'était sympatoche en plus, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans là-dessus, mais c'est pas tellement mon truc. Donc ouais, les critiques de spectacle, attractions, tout ça, ce serait pas du tout mon domaine d'expertise. Vraiment pas, hein, je m'y connaîtrais pas assez, hein. Désolé pour ça. Par rapport aux différents top Disney films que tu as fait depuis les débuts de la chaîne, meilleure scène, pire scène, etc., est-ce qu'il y aurait parmi les films sortis après l'apparition de ces vidéos des évolutions notables avec de nouvelles entrées, voire éventuellement des V2 de ces vidéos-là? Les V2, ça m'étonnerait beaucoup. Vraiment, je suis désolé. Après, meilleure scène, pire scène, oui, sans doute. Il y en a quelques-unes qui pourraient un tout petit peu changer. Par exemple, pire scène, évidemment, la scène de Winnie l'ourson, tout le monde connaît. Pire et meilleur personnage, je pourrais rajouter Mirabelle de Encanto, par exemple. Peut-être, comment elle s'appelle, la fille dans Luca aussi, je l'aime bien, je pense que je le mettrais bien trop au-dessus de certains trucs du top 100 que j'ai fait, quoi. Et méchant récupérable sur le coup. Magnifico, c'est vrai. Magnifico, c'est. Je pense que ouais, je le mettrais dans le top 10 des méchants récupérables si je faisais maintenant. Est-ce que ça mérite une V2? Pas sûr. Une vidéo, un de ces quatre peut-être de mise à jour globale, ça pourrait être cool. Pas forcément sous forme de Disney film, mais une vidéo un peu particulière, ça pourrait être fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Parce que c'est vrai que c'était un assez long com de Sylvain, hein, j'ai l'habitude, hein, j'aime bien les lire. Donc, écoutez, d'autres exemples. Celle des motards, ouais, j'aime pas la scène des motards dans l'avant, mais pas au stade de le mettre dans les 10 pires, quoi. Très intéressant, c'est quelqu'un qui suit bien ce que j'ai fait, qui a tout en tête. Donc, oui, ça reprend ce que j'ai dit. Il y a matière à faire peut-être une mise à jour globale, c'est-à-dire revenir sur tous les tops que j'ai fait en règle générale et faire des rajouts. Par exemple, top des moments mouchoirs aussi, même pas forcément Disneyphile, moments mouchoirs, scènes, jeux vidéo, etc. Je pourrais pointer de nouveaux trucs. J'y songe un petit peu, faire des V2 pour ça, ça me paraît un petit peu trop. Mais oui, une mise à jour, un de ces quatre peut-être. Petite question en tant que fan de Buffyverse. Alors on est plusieurs, ça fait toujours plaisir, alors que ça fait oui,
ans, plus de 20 ans que c'est terminé, hein, ça s'est terminé début 2000, hein, vas-tu faire une série de vidéos comme les Herculogues ou les séries comme Gargoyle sur les séries Buffy contre les vampires? Non. J'adore ces séries, vraiment, mais c'est pas du tout mon... Ce serait pas mon rayon de faire ça, ce serait beaucoup trop chronophage. Et oui, il y a des séries que je trouve plus intéressantes à tacler sur le principe, donc j'estime que c'est un petit peu trop... ce serait un petit peu trop de faire là-dessus. Je peux peut-être faire des vidéos un peu plus spéciales si je le souhaite, si je m'en sens au-delà du Zeritop, mais c'est pas sûr du tout. Penses-tu que si la série Angel n'avait pas existé, j'aurais autant apprécié la série Buffy? Ah, elle se suffit un peu elle-même, au-delà des quelques liens qui sont faits avec Angel dans les 2 dernières saisons. Dans les, non, dans les saisons 4 à 7, oui, 4 dernières saisons. Qu'est-ce que je raconte? Mais ouais, je pense qu'elle se suit quand même à elle-même et je pense qu'elle aurait été à peu près tout aussi forte. Je pense qu'il y a de la complétion quand même. Par exemple, l'arc de Face est quand même assez touchant quand on suit les deux séries. Les deux séries l'étoffent à peu près autant, donc j'estime que c'est un petit peu important de suivre les deux, par exemple. Donc oui, ça apporte beaucoup la série d'Angel et ça a clairement été pensé pour compléter Buffy à certains degrés, quoi, en partie. De fait, si la série Angel n'avait pas existé, eh ben, la série Buffy aurait très clairement été écrite sans prendre en compte le fait qu'il y a des développements qui ont été faits dans la série Angel. Et il y aurait eu des changements, mais je pense pas que ça aurait changé, quoi. Est-ce que je ferais un Zeritop sur Angel? J'aimerais bien, dans l'absolu, mais j'ai vu déjà la réception assez minime du Zeritop sur Buffy par rapport à d'autres. Euh, Ça me paraît très difficile de faire un suivi à ça. Je voudrais aussi faire un Zeritop sur Stargate Atlantis, par exemple. J'adorerais revenir sur cette série que j'aime beaucoup également, mais le Zeritop sur Stargate SG1, il n'a pas connu un grand succès. Je vois aussi que une partie du succès un peu humble qu'ont ces vidéos vient du fait que une bonne partie des gens qui me suivent pour l'animation et tout ce qui sort de l'animation, ça les parle moins, hein, ça leur parle moins. Et bon, quatrième question, j'avais dit 3 maximum, j'ai quand même répondre parce que voilà, en tant que fan de Buffy, je te fais cette petite fleur, mais ça devait être 3 maximum. Hein. Pour toi, en dehors des personnages sujets dont tu as parlé dans la tier list Buffyverse, quelles sont la principale qualité et le principal défaut de chacun des deux séries selon moi? Que chacune opinion, c'est beaucoup quand même ça. En qualité, je dirais l'audace de traiter autant de sujets qui sont assez graves, d'aller aussi loin dans le sombre, alors que c'était quand même censé de base être une série familiale qui, la majeure partie du temps, est là pour divertir avec quelques moments d'action et de la rigolade. Le fait d'oser tacler des sujets graves, de faire tomber nos personnages aussi bas et de faire des moments aussi dark chez une série comme chez l'autre est assez incroyable. Vraiment, ça se faisait à peine pour l'époque pour ce genre de série, quoi. Donc j'irais dire ça, l'audace. Et le principal défaut, je pense que, même si c'est un petit peu en lien avec les personnages, désolé, c'est son rattachement un petit peu trop tenace à certains trucs instaurés. Ce besoin de se rattacher à ce qui leur fait plaisir hors fiction, c'est-à-dire les acteurs, les endroits, etc., au point d'insister un petit peu dessus et de ne pas oser donner de conclusion à ce qui aurait mérité d'avoir une conclusion. Voilà, donc c'est en majeure partie pour les personnages que je dis ça, désolé, une fois de plus, parce qu'il y a certains persos qui n'auraient jamais dû avoir ce traitement-là. Si on avait fait gaffe déjà au retour et si vous avez fait gaffe un petit peu à la qualité de votre narration, quoi. Je pense notamment dans Angel, mais dans Buffy aussi, quoi, et ce besoin de se rattacher à leur concept à la toute fin, jusqu'à la toute fin pour la saison 7, pour moi, c'était un peu grossier. Il y a aussi un acteur qu'on voulait remettre, alors parce que il était super dans Angel, donc on l'a remis dans Buffy dans la dernière saison, ce genre de truc. Un peu gênant, quoi, ça. Es-tu intéressé par la version film d'horreur de Winnie l'ourson? On a demandé ça plusieurs fois, à chaque fois je dis ça a l'air d'être un vieux film d'exploitation de série Z sans intérêt. C'est pas parce que j'aime pas Winnie l'ourson que je veux juste voir une version dégueulasse du personnage, quoi. Parce que ça n'aurait rien à voir avec
le Winnie Ourson que je déteste. Le Winnie Ourson que je déteste, c'est pas le Winnie Ourson des livres. Peut-être que je le détesterai, j'en sais rien, j'ai pas suivi ces bouquins-là. Le Winnie Ourson que je déteste, c'est le Winnie Ourson créé par Disney. Inspiré de ces bouquins, mais créé par Disney. Donc, c'est pas forcément la même chose. Mais oui, je comprends pourquoi on me pose cette question régulièrement, mais sachez que ce n'est pas une priorité. Si vraiment je m'en sens, s'il y a une soirée où j'ai vraiment rien à foutre, et que j'ai envie de me poser pour moquer d'une connerie comme ça, c'est pas un des derniers choix, on va dire. Vu que tu n'as pas abordé ce sujet dans cette mise au point, je voudrais simplement te demander si tu comptes encore organiser des tournois en live cette année, car j'ai vraiment adoré y participer. C'est toujours prévu. J'en ai pas parlé, j'aurais dû en parler au début de cette vidéo, mais je suis en pleine transition d'ordinateur. Mon ordinateur commence vraiment à rendre l'âme et j'en ai acheté un neuf très récemment. Je commence à installer des trucs, mais c'est jamais simple, il y a des trucs qui sont pas évidents et ça me saoule. Je fais ça petit à petit, mais d'ici quelques jours, je devrais avoir transvasé la plupart des trucs. Les fichiers, c'est pas un problème, mais c'est surtout les programmes. Ça me pose problème. Donc ouais, ça se fera, les tournois se feront. Il y en a un, quoi qu'il arrive, prévu en février, si tout se passe bien. Je vois pas pourquoi on le ferait pas, hein, à moins que j'ai un gros problème avec mon ordinateur, mais ça devrait aller quand même. Selon toi, quel classique Disney Pixar ferais-tu découvrir en premier à une personne qui, soi-disant, n'en a jamais vu? Soi-disant. Ok. J'en sais rien, c'est toujours difficile, hein, parce que ça dépend un petit peu de ses goûts, ce qui pourrait lui plaire. Ce sera quoi son truc? Est-ce qu'il est plus du genre aventure? Est-ce qu'il est plus du genre émotion? Est-ce qu'il est plus du genre fantastique? Ou plus du genre terre à terre? Voilà, il y a pas mal de cas comme ça. Si par exemple, quelqu'un que je connais, qui est fan de jeux vidéo, qui connaît pas Disney, je lui dirais, hey, regarde le monde de Ralph, ça a l'air cool. Si il est du genre à avoir quelques doutes sur, je ne sais pas, les adaptations un peu libres, je lui dirais, et tu pourrais peut-être essayer La planète au trésor, quoi, ça pourrait être cool. Et si tu peux te faire une idée, ce genre de choses, ça dépend. Ça dépend un petit peu comment il est, ce quelqu'un. Alors, penses-tu vraiment que Disney est en déchéance dernièrement avec les projets qui sortent? Bah, ça dépend lesquels, hein. Vice Versa 2 a quand même connu un succès assez énorme. Je crois que c'est le premier ou deuxième film animé plus rentable jamais sorti maintenant. C'est quand même assez dingue à dire. Donc, ouais, déchéance, ça dépend pourquoi, hein. Je sais. Donc, oui, Vaiana 2 aussi a connu un bon petit succès. Donc, ça dépend quel type de film. Il y a certains films qui sortent qui sont pas géniaux, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'ils sortent des films pas géniaux qu'ils sortent pas des films qui ont pas de succès à côté, hein. Il y a des films qui connaissent du succès et j'estime que cette année ils s'en sont sortis correctement. Alors voilà, hein, il y a les remakes et tout, il y a Mufasa qui est sorti, que je suis pas allé voir, que j'emmerde, mais même là, je suis sûr que ça a connu un succès commercial. En dessous de Sonic 3, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui disent «Ah, Sonic 3, ça l'a complètement battu, etc. Ok, ça vous fait plaisir, hein. J'ai pas l'impression que Sonic 3 soit un film si génial que ça, hein, quand on voit un petit peu ce que promettait Sonic 1 et 2, mais à nouveau, je vais pas suivre en détail. Cela dit, même si Sonic 3 bat Mufasa, ça change rien au fait que Mufasa va très certainement dépasser son budget et rapporter, quoi. De fait, c'est pas forcément un bon exemple, hein. Donc ouais, d'échéance artistique, oui, il y a toujours ce côté surexploitation de remake et film pas inspiré, suite pas inspirée, etc. C'est vrai. Mais à côté, il y a des bons films, donc je sais pas, hein, d'échéance, il est un petit peu en dents de scie, on va dire, mais d'échéance non, quoi. Comme j'ai dit, il y avait une période où Pixar était en déchéance et j'estime que ces deux derniers films étaient quand même une bonne remontée, hein, Élémentaire et
Vice Versa 2, et si ça continue sur cette voie-là, ça pourrait être cool. C'est pour ça que je suis impatient de voir Elio, puisqu'on a fait des caisses autour de ce film. Ce film, il a été annoncé il y a genre je sais pas combien d'années, c'est maintenant, c'est cette année qu'il va enfin sortir, donc je suis impatient de voir ce que ça donne, et j'espère que ce sera bon. J'espère de tout cœur que ce sera bien. Quelle est ta série Disney préférée et la pire après La Bande à Dingo? J'ai pas toutes les séries en tête, hein, vous savez. Donc, ouais, de ce que j'ai vu, je dirais peut-être Hercule. Enfin, j'en sais rien. Le problème, c'est que quand je le redis, hein, quand une série me plaît pas, je vais pas jusqu'au bout de la série en règle générale, quoi. Je regarde une petite partie des épisodes et après je dis au revoir. Ah, désolé, hein. De fait, c'est de toutes les séries que j'ai traitées, laquelle était la plus chiante là-dedans, j'en sais rien. C'est un peu le problème, quoi. J'ai traité des tas de séries et la plupart du temps, c'était toujours ça. C'était gamin et un peu chiant sur les bords, quoi. Et donc, ça m'a pas laissé une grande impression. Dingo, c'était la version mouse costaud de la chose, mais ouais, j'en sais rien. Je pourrais pas te dire la pire, hein. Ma préférée, ben, j'en ai déjà parlé, c'est Phineas et Ferb. De toute façon, je compte faire un top à un moment donné sur mes séries Disney préférées, animées une fois que j'aurai fini de parler de Goliath et de deux trois autres dernières séries animées qui sont en cours pour faire un petit peu le topo. Mais voilà. Et pour finir, petite question en tant que fan des Indestructibles, considères-tu réellement Syndrome comme une chance surprise malgré le fait qu'il était facile de le voir venir? C'est un peu la remarque qu'on m'a faite lorsque j'ai fait le top 10 des méchants surprises. Beaucoup m'ont dit hey, Syndrome alors Et ouais, d'après ma définition, c'est vrai que c'est un peu vague pour dire si oui ou non c'est un méchant surprise. Je pense que si on part sur la définition que beaucoup de gens se font, pour moi, il ne mériterait pas d'être qualifié de méchant surprise, quoi. La surprise de ce méchant, c'est pas qu'il soit méchant, c'est l'identité qu'il a, quoi. C'est-à-dire le fait que ce soit le gamin qu'on a vu pendant 2 minutes dans l'intro. Ça joue un rôle, c'est un petit peu important pour l'étoffer. Hein. Je dis pas une seule seconde que c'est mauvais, mais voilà, c'est pas une surprise à proprement parler de la méchanceté, mais c'est une surprise de l'identité. C'est pour ça que c'était un peu vague pour moi. Est-ce que c'était vraiment un méchant surprise d'après mes critères ou pas? J'ai envie de dire oui, d'après les critères que j'ai donnés, oui, donc j'aurais sans doute pu le mettre dans mon top 10. Je pense que c'est un manque, dans un sens. J'aurais pu le mettre largement au-dessus de Bellwether. Comme ça, on m'aurait pas repris là-dessus. Parce que j'adore ça. J'ai mis Bellwether dans deux top 10 un peu particuliers. Hein. C'est pas les top 10 des meilleurs extraordinaires trucs mus, c'est juste des concepts globalement. Et quand j'ai fait ma critique de Zootopie, j'ai dit je la mettrais pas dans un top 10 celle-là. Et je l'ai mis dans deux top 10. Au moins ça m'aurait évité de faire ça quoi. Alors, quel est ton avis sur les franchises Aliens et Predator? J'en ai déjà parlé, Aliens, j'ai toujours pas suivi en détail. J'ai vu le premier il y a longtemps, il m'a un peu traumatisé, mais j'étais très jeune, j'avais genre 8 ans. Je vous jure. Et j'ai vu le quatrième que j'ai trouvé un peu débile, je suis désolé, hein, je trouve un petit peu débile ce film. Hein. Pas affreux, mais un peu débile quand même sur les bords. J'ai rien vu d'autre. Et quant à Predator, je crois que j'ai pas vu un seul film, à part le premier Aliens versus Predator. C'est le film que je connais le plus, ces deux franchises, Alien versus Predator. Je l'ai vu 2 fois et je le trouve plutôt sympa. Donc ouais, je m'y connais pas suffisamment dans ces franchises. Je me suis pas penché en détail, désolé. Et qu'est-ce que tu aimes ou as aimé le plus dans le fait d'être youtubeur Disney? Ouais, très vaste comme question ça. Difficile à dire. En fait, le fait d'être youtubeur et de faire ses créations, ce qui était le plus intéressant, c'est de voir la réception des gens. Hein, il y a toujours... Je me plains toujours régulièrement des gens qui laissent des mauvais messages, qui font des mauvais arguments, etc. Parce que je suis un gros plaintif, je suis ingénieur de base, hein, j'adore me plaindre, je suis français. Mais ce qui était quand même le plus intéressant, le plus captivant, ce qui me gardait là-dedans, c'était la réaction des gens.
le fait que beaucoup de gens étaient pris dans les petits mèmes que je créais, dans les blagues, qui ont eu des réactions intéressantes, intelligentes là-dedans, et beaucoup de réactions très cool, de pas mal d'entre vous qui ont régulièrement participé aux commentaires de ces vidéos, qui donnaient une certaine vie à ces vidéos. Si c'était juste des vidéos que je poste comme ça avec juste des j'aime, j'aime pas et pas la moindre réaction, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Sauf si ça avait eu un gros succès, que ça rapportait beaucoup de pèse. Ce qui n'est pas le cas, une fois de plus. Je gagne un peu d'argent grâce à ça, je vais pas le nier, mais pas énormément. C'est pas ça qui me permettrait de vivre, si je vivais que de ça. Donc ouais, on va dire que c'est ça qui m'a le plus plu et qui continue à me plaire. Tu mets beaucoup l'accent sur l'humour dans tes critiques, à titre personnel ça fonctionne très bien, merci, tant mieux parce que c'est un petit peu ce que j'ai voulu. Est-ce que faire rire est le but principal de tes vidéos ou alors l'aspect critique passe avant? Alors c'est toujours une question que je me pose moi-même, est-ce que je veux être plus du divertissement ou plus une critique travaillée? Et dans le sens critique travaillé, c'est juste faire passer une opinion de façon argumentée suffisamment. Et pour moi, c'est un peu un mélange des deux. Ça dépend un petit peu des cas, en fait. Il y a, pour ma part, des films qui sont clairement dans l'optique vaut mieux se marrer de ça, genre les films Le Petit Grippin Courageux, surtout le troisième. C'est clair et net que c'est pas pour l'aspect critique qu'il faut regarder cette vidéo, c'est pour l'aspect humoristique, les réactions et tout, parce que c'est facile de critiquer ça, c'est aussi facile de s'en moquer, mais il faut arriver à trouver le bon truc pour que ça reste mémorable, quoi. Ça dépend des films, franchement. C'est toujours une sorte de mélange, il y a toujours un côté un peu critique recherché dans la vidéo, recherché à mon niveau, une fois de plus, j'estime pas que je suis au niveau des meilleurs, on soit bien d'accord, et un côté divertissement, humoristique, suffisamment poussé. Après, à quelle proportion, ça dépendra un petit peu du matériau. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai sortie Disneyphile, qui était sur le top 10 des amitiés, j'estime que c'est plus de l'analyse de l'argumentation d'opinion, on va dire que c'est ça, de l'argumentation d'opinion que de l'humour. J'ai essayé d'en incorporer un peu, mais c'était largement plus ça, je dirais quand même. Ça dépend. Voilà, j'essaye de faire un mélange qui passe bien selon les sujets, selon ce qui m'inspire, et j'estime que des fois c'est l'un qui prime, des fois c'est l'autre. Après bientôt presque 10 ans à faire des vidéos sur Disney, est-ce que la façon dont tu abordais l'arrivée d'un nouveau Disney a évolué par rapport au début? Possiblement dû à la chaîne ou non d'ailleurs, peut-être juste les choses qui ont évolué avec le studio. Je dois avouer que c'est plus ou moins pareil en fait. Parce que la qualité est peut-être un petit peu fluctuante pour les films animés, parce que c'est toujours ça, c'est les films animés. Depuis le tout début, bien avant 10 ans, je ne m'intéresse pas extraordinairement aux films Disney non animés. Ça n'a pas changé ça, mais excusez-moi, au niveau des films animés Disney, ça a toujours été un petit rituel, et ce rituel, j'estime que il a toujours autant de poids qu'avant. C'est toujours la même chose, le nouveau film Disney animé un petit peu important va sortir, il faut que j'aille le voir. Après bon, peut-être que je me serais pas autant penché sur certains films qui sont un petit peu à part, genre peut-être que je serais pas allé voir Sherlock Gnomes au cinéma. Peut-être que je serais pas allé voir ce film-là, allez savoir. Mais oui, c'est la même chose, vraiment. C'est toujours le même intérêt de découvrir ces films-là. Après, l'approche de l'évaluation, est-ce que je suis inspiré pour évaluer ça? Est-ce que j'ai envie vraiment à fond de donner mon avis, de faire une évaluation puis une critique plus tard? Ça, je dois avouer que je suis un petit peu un chouïa moins chaud qu'avant. Avant, je me disais, ah ouais, un nouveau film est sorti, je vais absolument faire une vidéo dessus. Là maintenant, un nouveau film est sorti, il faut que je le voie. Donner mon avis dessus, ça dépend. Je veux dire, Vaiana 2 par exemple. Voilà, j'avais un petit avis, je l'ai présenté, mais c'est pas non plus une grosse priorité de faire une vidéo dessus, quoi. Mais bon, ça fait partie des petits rituels et c'est pas déplaisant à faire donc. Et je te remercie pour le conseil Steam, ça devrait être simple au moins, contrairement à d'autres trucs. Autre question, tu pourrais nous montrer ta bibliothèque? Pas forcément dans le détail, mais juste nous montrer les livres qui figurent dans ton décor, lesquels tu préfères et pourquoi. Bon alors, sachez que il n'y a pas tout ici.
Plus ça va, moins j'ai de place et il faut vraiment un de ces quatre que je me réorganise pour rendre ça mieux parce que c'est dégueulasse chez moi. Déjà, il faut que j'ai poussière et en plus, il faut que je range un petit peu. Là vous voyez pas, mais sur le côté, il y a pas mal de trucs qui sont entreposés un petit peu en vrac. Des BD que je viens d'acheter, il y a les 5 terres par exemple. Ah, j'aime bien cette BD, mais je sais pas où la ranger. Alors, en sachant que si tu veux vraiment le détail, j'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps sur mes bandes dessinées et mes mangas, qui présentait l'intégrale de mes bandes dessinées et mes mangas. Il y en a eu plus depuis, donc j'en ai plus maintenant, mais c'est quasiment que de ça. Néanmoins, oui, je peux te montrer un petit peu tout ce qui est sur mes étagères en détail, enfin, petit à petit, rapidement, comme ça tu sauras. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc, toute la première partie, là, c'est que des DVD. Ensuite, là, en bas, il y a Gun, premièrement. Avec un peu de poussière, c'est plus que ça fait un moment que j'ai pas lu. J'aime bien ce manga, je l'ai lu qu'une fois pour l'instant, mais je compte le relire. Il y a Death Note par la suite et Bakuman sur la gauche. J'adore ces deux mangas, j'adore ce que leur créateur a fait, et c'est dommage que la suite ne soit pas au même niveau. Alors ici, nous avons les enfants de la résistance que j'ai rajouté assez récemment. Je ne sais pas exactement où le classer, j'aime beaucoup cette BD et ça sera un petit peu ric-rac pour placer le 10e tome, donc je vais regarder un petit peu comment ça se passera. Ensuite, nous avons Liar Game, un de mes mangas préférés. Je vous ramène à mon top 15, j'adore ce titre. Alors, là, c'est le dictionnaire de Dragon Ball. Je l'ai depuis des lustres, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je l'ai. J'ai trouvé ce truc-là à un prix, on va dire, abordable à l'époque. Et je me suis dit, tiens, allez, je l'achète, c'est cool, hein, ça va faire la liste de tous les trucs qui me plaisent dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'était à une époque où Dragon Ball GT était jeune. Donc, gardez en tête que ça date, hein, mais ouais, c'est toujours un plaisir ça. Ensuite, nous avons Battle Royale et Blitz Royale, une sorte de pseudo-suite assez chibi. J'adore Battle Royale, là aussi je vous renvoie à mon top 15 des mangas. Fly, mon manga préféré, top 15 de mon manga si vous voulez savoir. Nous avons ensuite alors un truc où j'ai classé pas mal de mangas un petit peu parce que j'avais la place. Et donc là c'est Many Reasons Why, ça va. Ça essaye de faire, de copier un petit peu 13 Reasons Why ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement le nom de la série que j'ai pas suivi. Et nous avons Real Account, en espérant que ça se pète pas la gueule, ça va se péter la gueule. Real Account, un manga qui me plaisait bien au tout début, mais qui est vite parti en sucette et je sais pas pourquoi je suis allé jusqu'au bout de la chose. Alors une seconde, il faut que je range ça maintenant. Plus en bas, nous avons Noritaka, le roi de la baston. Je vous renvoie à mon top des mangas. Dragon Ball. Voilà, bon, je vais pas présenter ça, ça va, hein, vous connaissez. Ensuite, oh punaise, j'en ai trop, hein. Trop. Nous avons ensuite Wingman. Toujours pas fier d'aimer ce manga, mais il est dans ma liste. Nous avons Sandland là, après c'est les petits trucs rapides que j'ai Sandland, j'aime bien un petit peu ce manga one shot d'Akira Toriyama. Nous avons Death Tube, donc un de mes mangas vraiment plaisir coupable, mais totalement, mais vraiment totalement, je n'irai pas une seule seconde dire que c'est bien d'une quelconque façon. Après donc ça c'est DVD en vrac. Ensuite nous avons par là Remember et Dilemma. Alors je me souviens plus si j'ai fait un topo sur Remember, mais Dilemma j'en ai parlé rapidement. J'ai pas des masses apprécié le développement. Au début c'était cool, mais plus ça allait, moins j'étais pris dedans. Néanmoins Remember je le conseille chaudement, j'ai adoré ce manga je trouve ça un peu dommage, j'ai le sentiment que ça a été un peu rushé sur la fin parce que ils avaient moins de public, j'imagine que c'est un peu ça. Il me semble qu'en dessous de Dilemma je dois avoir les trucs un peu typiques, genre voilà, il y a King's Game, des petits mangas que j'avais essayé de voir un peu rapide autour de jeux, de trucs psychologiques. Nous avons ensuite, plus en bas, Friends Game. Il y en a beaucoup, hein. Friends Game, que j'aime beaucoup. Je viens de
me commander le dernier tome, enfin le dernier tome en date, parce qu'il y en a d'autres j'imagine, enfin j'en sais rien, peut-être que c'est le dernier, allez savoir. Et ouais, j'aime beaucoup le concept, je trouve qu'il y a des phases 100 quand même, il y a des phases 100. Ça aurait pu être mieux traité pour moi, mais ça reste un bon petit truc sympathique. Hein, rien ne vaut personnellement l'IR Game, qui pour moi le GOAT en la matière, mais ça va. Ensuite, plus en bas, nous avons Dr. Slump. Voilà, j'en ai parlé aussi dans mon top 15, si vous voulez un avis là-dessus. Ensuite, en bas, il y a donc Doubt et toutes les séries un peu dérivées de l'auteur Yoshiki Tonogai. Il en a fait pas mal dans le principe, et voilà, ça passe, même si on a fait mieux. Voilà, hein, il y avait ensuite, ouais, ça, Judge. Judge était cool, même si il y a un rebondissement qui m'a vraiment pas plu, ça m'a paru vraiment ridicule sur la fin. En bas, nous avons tout ce qui est légendaire. Là aussi, il y a beaucoup trop de... Excusez-moi pour la poussière, je sais pas si vous la voyez, mais moi je la ressens bien. Ah oui, tout ce qui est en bas, moi je regarde. Hein. Voilà, j'en ai parlé, j'ai fait toute une vidéo sur la série et les tomes, donc je vous renvoie ça. Excusez-moi, c'est beaucoup de trucs quand même. Hein. Ensuite, c'était quoi ça? Seul que j'ai arrêté de suivre à partir d'un certain tome. Je vous renvoie à la première vidéo que j'avais faite sur mes BD. Ensuite, nous avons... La Rose écarlate, oui, c'est vrai que j'avais suivi ça. Je me suis arrêté au premier arc parce que ça promettait pas énormément plus par la suite, mais ça se suivait. Et j'ai failli oublier, parce que c'est un petit peu important ça, les nombrils, évidemment, ma BD préférée, même si malheureusement, il y a peu de chances qu'il y ait une vraie conclusion. Hein. Le dernier tome en date, enfin de la série principale, parce qu'il y a une série un petit peu parallèle qui se passe avant les événements du tome 4, si je ne m'abuse. Cette série parallèle était sympathique, hein, ça a rajouté pas mal d'éléments, mais ouais, il y a eu une mésentente entre les deux créateurs, et à cause de ça, ben, apparemment, c'est mis en hiatus presque indéfiniment. Hein. Donc ça fait un petit peu mal au cul, je vous cache pas en tant que fan, mais néanmoins ça reste une BD excellente pour moi. Et enfin, oui, à côté, il y a des petits trucs. J'en ai parlé rapidement de ça le jour où le bus est reparti sans elle dans une de mes vidéos. Le premier est sympathique, mais ça devient de plus en plus une sorte de globi-boulga un petit peu secte. Au début, ça passe nickel, quoi, parce que t'as une jeune femme qui a du mal à trouver une sorte de sérénité dans sa vie, et avec les conseils zen, ça passe, mais plus ça va, plus ça devient un peu... Voilà. Le troisième tome, il m'a laissé un petit peu froid, je vous cache pas, je me suis arrêté là. Hein. Et elle, au pluriel, voilà, c'est le dernier ce coup-ci. Elle au pluriel, seulement 3 tomes et c'est terminé. Gâchis. Gâchis total. J'ai l'impression que ça n'a pas connu un grand succès, que ça s'est terminé un petit peu à la va-vite. C'est un peu l'impression que ça donne, mais il y avait un truc génial, quoi. Déjà, c'est cette façon de mélanger le monde réel, le monde du rêve, qui était assez cool. Parce que vraiment, c'est une personne qui a diverses personnalités dans sa tête et qui doit un petit peu jongler avec, et avec un certain mystère sur ses origines et tout, c'est cool, vraiment cool. Et je sais pas, vous avez complètement rushé le truc. Vraiment, même dès la fin du deuxième tome, vous avez commencé à rusher le truc, et là, du troisième tome, sans être mauvais, il est un peu frustrant parce que ça sent que vous auriez pu passer beaucoup plus de temps dessus, quoi. Et ça, c'est pour vous parler que de ce qu'il y a sur cette étagère, parce que j'en ai d'autres. Hein. Juste à côté, par exemple, j'ai Violine. Voilà, hein, donc ça c'est le truc à côté qui est un peu en vrac Violine. J'aime beaucoup cette BD aussi. Hein, sympathique, ça fait un moment qu'elle est terminée celle-là. Hein. Et les 5 terres dont j'ai parlé aussi, que j'aime bien. Voilà. Beaucoup, hein, beaucoup de trucs, comme vous le voyez. Hein. Un Gossomatique, tu pourras te vanter d'avoir la question qui aura duré le plus longtemps. Alors, nous passons à la suivante. Dans le passé, as-tu écrit un script ou un concept non terminé de film Disney classique qui pourrait marcher au box-office selon tes critères?
Non. Je me suis écrit dans ma tête, déjà, dans des fictions en tout genre que j'imaginerais marcheraient, puisque ça marche pour moi, évidemment. Un truc typé Disney, c'est vraiment des petits concepts rapides que j'ai eu en tête, mais rien d'écrit, rien de précis, quoi. Le truc en détail que j'écris, c'est ce que je vous ai partagé, c'est Perdia, ma fiction. Ça, je l'ai écrit en détail. Et, et si jamais il y a quelques personnes qui se posent la question, personne ne la pose la question, je pense que vous en fichez un petit peu, mais si jamais il y a une ou deux personnes qui sont intéressées par la suite, pour l'instant, je stagne beaucoup pour l'écriture de la suite. J'ai fait 4 chapitres sur 24. D'ailleurs, ça devrait être sur 48, puisque c'est 48 pour le total, mais sur 24 déjà, pour la chose. Et à partir du cinquième, je bloque, j'ai perdu l'envie. J'ai des idées de ce qui va se passer, mais alors, le détail, gérer tous ces persos, je pense pas que je sois fait pour être un grand auteur ou scénariste à cet égard-là. Salut, pourquoi ne veux-tu pas faire les live action en critique? Certains n'ont rien à voir avec le dessin animé de base comme Dumbo, où on parle du passé d'un personnage comme Cruella ou Mufasa, blablabla, oui. Je sais. Oui, alors j'en ai déjà parlé en détail si vous voulez voir la chose. C'est pas le tournoi, c'est les évaluations sur les remakes live action Disney. J'ai fait un petit peu mon topo, mon laïus là-dessus, si vous voulez plus de détails, où je gueule un petit peu, mes excuses. Mais ouais, je suis pas. J'ai pas envie de leur donner à ces films-là l'importance qu'ils ne devraient pas avoir. On devrait même pas parler d'eux. On devrait complètement laisser tomber ça dans l'oubli. C'est un peu le principe. C'est pour ça que j'en parle toujours à petite dose. Et vraiment, quand je sens que c'est un peu pertinent, mais globalement, j'en parle pas souvent parce que j'estime que c'est pas pertinent et que ça vaut pas le coup. Et quel est ton avis sur les films Twilight et Harry Potter? Alors, première chose, Twilight, je n'ai pas vu ces films. De toutes les critiques que j'ai vues, de tous les détails que j'ai suivis, ça n'a pas l'air fameux, mais je n'ai pas vu. Ensuite, Harry Potter, ben, j'en ai déjà parlé, je trouve ça pas mal. C'est pas trop mal les films, je suis pas un super fan, mais je déteste pas. J'ai pas grand chose à dire, hein. J'en ai déjà parlé à quelques reprises ça. Si je pouvais choisir un jeu vidéo adapté en film, lequel choisirais-tu? Il y a pas mal de super jeux vidéo avec des bons scénarios, hein, donc c'est un peu difficile à dire sur le coup, hein. Franchement, pas un jeu vidéo que j'ai beaucoup aimé sur le principe, est-ce que ça pourrait être bien rendu en série animée? Ça serait peut-être Crosscode. Si on arrive à rendre ça assez bien, ça pourrait être cool. Après, faut voir. Je sais pas, il y a tellement de jeux vidéo avec des bons scénarios quoi, qui pourraient passer très bien. Donc, si abonné depuis ton centième top retour, et je sais pas trop quelle question tu as déjà abordé. Oui, ça fait relativement récent quand même, hein. Mais merci. Quel est mon Game of the Year 2024? Je suis très peu les jeux récents. Tout simplement parce que j'avais, maintenant celui qui est un peu plus récent devrait avoir moins ce problème, mais j'avais un ordinateur qui avait pas des stats de ouf quoi, et j'avais pas envie de m'embêter à prendre des gros jeux, mais surtout ouais, j'aime bien jouer à des jeux quand l'envie m'en vient, et pas juste parce que c'est un nouveau jeu, regardez, il faut impérativement se jeter dessus quoi. Donc j'ai pas suivi en grand détail par moi-même les jeux sortis en 2024 quoi, à part bien ceux qui étaient vraiment populaire et dont on a parlé. De fait, oui, il y a des trucs basiques, genre Final Fantasy VII et autres. Final Fantasy VII que j'ai beaucoup aimé suivre en let's play, sauf la fin. Franchement, Final Fantasy VII, il y a quelques petits problèmes, Rebirth, hein, je parle de Rebirth, et il y a quelques petits problèmes de mise en scène et de trucs un petit peu sautés de temps en temps, parce que j'estime qu'on saute quand même pas un petit peu trop de trucs dans cette partie, mais vraiment c'est la gestion de la fin et du moment qui est censé être l'un des piliers de l'univers du jeu vidéo, c'est-à-dire que cette scène est tellement culte que il y a peu de gens qui viendront pas la placer dans le top 10 des scènes les plus cultes du jeu vidéo, vous voyez. Qu'elle soit traitée de cette façon-là, ça m'a posé un gros problème.
un énorme problème. Et ça va un peu de pair avec le fait que j'ai vu une critique, parce que des gens sont assez acerbes avec ce jeu, hein. Il y en a beaucoup qui l'adorent, hein, mais il y a des gens qui sont assez acerbes avec ce jeu. Une critique que j'ai vue vient du fait que Sephiroth perd pas mal de son poids en étant le boss de fin, en tout cas visuellement, physiquement, il donne l'impression d'être un petit peu le boss de fin de chaque partie. De fait, voilà, regardez Sephiroth, le grand big boss qu'on va enfin affronter pour de bon à la toute fin. Vous l'avez déjà affronté de façon un peu finale à la fin de chaque partie. Et je suis assez d'accord. Je trouve que vous avez un peu forcé le fait de devoir le mettre en gros boss à affronter direct à chaque fin de partie. Ce qui fait que lorsque ce sera vraiment à la fin dans la troisième partie qui sortira, et ben ça n'aura pas autant de poids. Je suis assez d'accord avec ça. Néanmoins, oui, je peux pas m'empêcher de trouver que c'est quand même super bien fait, ça étoffe les personnages avec beaucoup de force, et oui, il y a des moments entre chacun de nos persos, hein, même Kate 6, qui sont assez énormes, quoi. Je retrouve les persos que j'ai adorés de façon plus étoffée, et c'est super cool, quoi. Ouais, voilà, je voulais en parler parce que c'est le truc qui m'a le plus marqué. Il y en a d'autres aussi que j'ai pas encore vu en détail, Métaphore, Ray Fantasio. Là, je pense que ça pourrait être très cool à regarder, par exemple. Et franchement, j'ai un peu de mal avec les Game of the Year parce que j'ai suivi un peu la cérémonie via un let's player que j'adore, Nicobi. Ouais, autant Astrobot, quand je vois les détails, je comprends pourquoi il serait Game of the Year. Quand je vois tout le pataquès qui est fait autour de Balatro, je trouve ça abusé. Alors, en fait, Balatro pour moi est l'exemple type du jeu vidéo qui a un concept vraiment prenant, c'est-à-dire que c'est addictif. C'est le jeu vidéo ultra addictif, mais il faut aller un peu plus au-delà de l'addictif. Et quand on va au-delà de l'addictif, il y a pas mal de jeux indépendants qui valaient largement plus le détour, hein. UFO 50, OVNI 50 si vous préférez, avait beaucoup plus de qualité et de recherche et méritait plus ce genre de considération. Le fait qu'il ait eu autant de récompenses et qu'en plus il était considéré comme Game of the Year, je trouve ça un tout petit peu abusé par exemple. Vous voyez, même si je comprends qu'il soit addictif, hein, vraiment il a la formule, mais j'en sais rien, hein, c'est presque comme si à son époque, Candy Crush pouvait être considéré comme Game of the Year. Je suis désolé, c'est un petit peu ça quoi. Mais bon, mes excuses pour ça, hein. Je suis pas là pour parler en détail du jeu vidéo, en plus je suis pas un expert là-dessus. Depuis tes Disneyfield sur KH, je te trouve plutôt doué pour parler du domaine du jeu vidéo. Suffisamment ok sur le gameplay, mais surtout sur l'histoire. Tu es déjà envisagé de faire des Disneyfield HSJV. Déjà que j'en fais pas souvent des Disneyfield JV Disney, c'est mal parti. Comme j'ai dit, il y a un jeu vidéo en particulier sur lequel je serais vraiment pas contre faire quelque chose d'un petit peu détaillé, un peu inspiré comme par ce qu'on fait Chucky et Al dans un sens. Néanmoins, bon, ce jeu c'est Alundra, au cas où vous voudriez savoir. Néanmoins, en faisant un peu de recherche, j'ai vu qu'il y avait un youtubeur anglophone, malheureusement, qui avait fait un truc vraiment détaillé, bien fun et cool, assez drôle. Donc, ouais, il y a un truc, quoi. Il existe des analyses de jeux vidéo quand il y aura un peu justice de temps en temps, donc ça fait plaisir. Est-ce qu'avoir stoppé les Disney HS ne te manque pas parfois? Pas vraiment. À nouveau, le côté lassant de la critique de ma part vient pas tant du studio que du principe même. Critiquer des films, des séries régulièrement suivant des approches relativement similaires, même si ce ne sera pas le même type de film, on peut dire ça, ça devient de plus en plus... je trouve pas de meilleur terme lassant. Et de fait, oui, il y a une sorte de maussaderie qui s'installe et qui fait que c'est moins puissant qu'avant. Mais je pense pas que garder les Disney HS aurait changé grand chose à cet égard-là. Si vraiment j'ai envie de partir sur des types de films différents, je peux toujours, dans le pire des cas, essayer de faire un studio à part, comme je l'ai dit, j'en ai parlé il y a un petit moment dans une vidéo, peut-être vaguement partir sur les films animés d'ici, autour de l'univers d'ici, ça pourrait être cool. C'est le truc qui m'inspirait le plus, mais rien de plus de précis. Donc ça va de pair avec, penses-tu reprendre le concept des films HS ponctuellement à l'avenir? Nope. Je veux dire, n'allez pas me sortir cette solution
pour que je continue à produire mensuellement une vidéo critique détaillée. C'est pas prévu, hein, et c'est pas partir sur du HS qui arrangerait la chose, quoi. Bonne année 2025 à vous aussi. Penses-tu de nouveau critiquer des films non Disney comme avant un jour? Putain, c'est... c'est le truc que vous voulez, apparemment vous adorez le concept des HS. Pas prévu dans l'immédiat en tout cas, hein. Et comme je dis, si je partais sur ça, ce serait vraiment pour partir vers des types de films précis. J'aime pas être trop dispersé en fait. C'est un truc qui me fait un petit peu peur. Peux-tu de nouveau prononcer le mot de passe? Boom Puxfu? Je ne sais pas si je pourrais. Pourquoi tu mets le DVD de The Wild en évidence avec ceux de Toy Story et La planète au trésor alors que tu détestes ce film? Parce que c'est pour faire une sorte de représentation de ce que j'ai traité. Alors, faisons le topo. La planète au trésor représente un petit peu le meilleur de ce que j'ai jamais fait. Voilà, c'est mon film préféré, etc. Donc voilà, je veux appuyer le meilleur. Et en même temps, je veux appuyer le pire. Voilà le genre de merde que je me fais. Vous avez la variété qualitative. Et puis Toy Story, parce que c'est le plus iconique de Pixar. À un moment donné, j'avais mis dans l'eau, quand j'avais un peu plus de place, je sais plus si c'est... Je sais plus si... il me semble que vous pourrez retrouver ça dans mes vieilles vidéos. Des DVD aussi du film Disney Toon avec le plus marquant. Je sais pas si c'était parmi les pires, il me semble que c'était parmi les pires. À un moment donné, je l'avais fait. C'est juste pour vous dire, hein, c'est juste pour appuyer la variété, c'est tout. Alors, coucou Mayo, je te connais depuis tes Herculogues, ça date, oui, en effet. Pierre Bouffe, c'est vrai. Que penses-tu de la mentalité des fans de Disney, en bon ou en mauvais? Bah, ça dépend lesquels. Hein. Le problème, et je pense que c'est un truc, limite, ça mériterait une mise au point, ça. C'est le côté un petit peu fanbase obsessive qu'on retrouve dans pas mal de cas en fait. Dès lors que quelque chose a du succès, un studio, un réalisateur ou autre, il y a pas mal de gens pour en faire des caisses et être un petit peu lourd. Et il y a certains cas où c'est pire que d'autres. La partie minoritaire qui gueule de façon irritante et saoulante, mais malheureusement, il y en a. Hein. Il y a une part de cons dans presque tous les groupes, et lorsqu'on est dans des groupes vraiment à grand débit, à très grand nombre comme ça, c'est difficile de ne pas trouver des noyaux importants un peu gênants. Donc ouais, il y a ça chez Disney, il y a ça partout. Hein. Donc... les fans de Disney, que dire? J'ai toujours un tout petit peu de mal avec ceux qui disent « Ah, c'est pour les enfants, faut arrêter de vouloir critiquer sur des bases un peu plus adultes, blablabla, c'est pas bien. » J'ai toujours un peu de mal avec ça. Si c'est des adultes, la plupart du temps, qui te reprennent ça, vous êtes juste des parents d'enfants qui voulaient que leur gosse s'abrutisse, hein, en regardant des trucs pas trop réfléchis intellectuellement. Je sais pas. Bon, hein, j'exagère le trait, évidemment, mais ouais, c'est un petit peu gros, ça, et je sais pas, oui, il y a une vague de gens qui critiquent Disney pour certains points, mais ça n'a jamais été des fans de Disney de base, quoi. Non, on va pas revenir là-dessus, mais le côté Disney Woke, tout ça, c'est tellement basique que tout le monde le fait, quoi. C'est pas vraiment des fans de Disney pour la plupart qui font ça. Je me suis posé la question depuis quelques années avec les sorties de films pour ou contre la nostalgie. Si elle est bien faite, la nostalgie peut être bien faite, bien traitée, dans une œuvre, quelle qu'elle soit d'ailleurs, il faut que ce soit suffisamment subtil, il ne faut pas que ce soit la seule chose qui vous prenne. Par exemple, j'en ai parlé un tout petit peu juste avant, Astro Bot, j'ai pas suivi en détail, mais je sais qu'il y a toute une partie avec des tas et des tas de références à tout ce que Sony a fait, et énormément de propriétés, et c'est vraiment du bonus que tu peux trouver comme ça, et donc c'est cool de faire ces petites... ces petites réminiscences, cette petite collection, alors qu'à côté tu as un jeu qui ne repose pas là-dessus et qui a vraiment des mécaniques qui marchent, etc. D'après ce que j'ai suivi, de fait, voilà, c'est du bonus plutôt bien fait et incorporé sans que ce soit trop gros. Et dans des films, ça peut être pareil, de la nostalgie qui se donne une certaine subtilité. Faut juste pas que ce soit l'élément trop grossier qui tire l'œil, tout simplement. Il faut que ce soit traité avec un bon dosage. Un bon dosage, il faut que ce soit bien incorporé.
Je suis pas du tout contre. Vu qu'ils continuent à sortir des remakes ou à tirer les anciens, dont le fameux Mufasa. Voilà. Et ça, par exemple, c'est un cas où on essaye de tabler à fond sur la nostalgie pour tirer les gens. Mais c'est ça le truc. Je vais pas voir les remakes tout simplement parce que je ne vois pas l'intérêt, pour une partie d'entre eux, d'avoir une nouvelle version de l'histoire où l'attrait principal c'est qu'on prend des vrais acteurs ou une méthode d'animation différente dans le cas du Roi Lion. Je ne vois pas l'intérêt de la chose. Je ne vois pas en quoi c'était vital d'avoir ça. Je ne vois pas pourquoi ça se fait, à part pour le fric et attirer les gens pour se dire oh, regardez, c'est comme ce que j'ai déjà vu en un tout petit peu différent suffisamment pour que ça me plaise. C'est ça le truc. Et tel quel, ben, ça me pose problème, c'est sûr. Ensuite, si tu apprécies beaucoup le nouveau film Superman réalisé par James Gunn, penses-tu en faire un aviatier d'un HS? Oui, si s'il me plaît, oui, c'est possible. Hein. Tout est possible, hein. Si je tombe sur un film qui me plaît bien ou dont j'ai envie de parler en aviatier d'HS, je le ferai. As-tu entendu parler du fait que Christopher Nolan va faire une adaptation de l'Odyssée d'Homère? Non. Ça pourrait être cool, hein, avec son style, ça pourrait être cool. Enfin, faut voir comment il le présenterait, mais faut voir. Es-tu intéressé par l'adaptation cinématographique à venir de la saga des Rois Maudits de Maurice Druon, roman qui ont inspiré George R. R. Martin pour Game of Thrones, qui sera prise en charge par le producteur du Comte de Monte Cristo? J'ai toujours pas vu le Comte de Monte Cristo au passage. Désolé. C'est pas une priorité, mais un de ces quatre, je rattraperai ça. Ouais, j'ai un peu souvenir de ça. J'ai vu le feuilleton avec Gérard Depardieu, qui meurt assez vite au début. Il y a quoi, 10-15 ans, c'est sorti ce truc-là? Donc, ouais, ça peut être cool, hein, faut voir. De nouveau, c'est pas une des priorités que j'aurais, mais ça peut être cool à regarder. Bonne année, bonne santé à toi aussi, LMNO 837. Quels sont mes compositeurs classiques favoris? Je vais dire Mozart, voilà. Mozart et Bach. Sans compter les Disneyphiles, si tu pouvais faire une vidéo de certaines vidéos, tu choisirais lesquelles? Sans compter les Disneyphiles, alors je ne saurais pas, peut-être les premiers Herculogues. C'était un petit peu... je cherchais encore un petit peu mon rythme à ce moment-là, peut-être, sans doute. Après, j'en sais trop rien. Peut-être le premier Zeritop ou un truc comme ça. Je changerais peut-être l'ordre de mes Zeritop pour que ça parle plus au début et que ça parte sur quelque chose. Je sais pas trop, c'est difficile à dire. Vraiment. Il y a des vidéos que je regrette un petit peu, comme pourquoi je n'irais pas voir Pirates des Caraïbes 5. J'aurais dû présenter ça un petit peu différemment. Je regrette un petit peu comment je l'ai faite, mais je regrette pas le propos. Voilà, sinon j'ai rien de précis en tête. Si un jour l'entreprise Disney te contacte pour que tu pondes un scénario de film classique Disney, accepterais-tu en sachant que le concept final pourrait ne plus rien avoir avec le concept de base en tenant compte du prisme des sensibilités de notre époque? Hashtag wokisme. Oui, je vois ce que tu veux dire. Une fois de plus, ça dépend un peu des films. J'estime que tous les films Disney ne sont pas automatiquement comme ça. Si ça partait vers une approche un peu moraliste qui me déplairait, j'avoue que ça m'ennuierait. Ça dépendrait du chèque aussi. Si je suis payé cher, moi je dis pas non, hein. Tant pis si c'est mal vu, si on me crache dessus, hein. Moi si je touche beaucoup de fric, ça me dérange pas. Après j'en sais rien, je pense que à ce moment-là, si vraiment on bosse avec ce cas-là, il faut essayer de mettre en place un truc avec une approche morale suffisamment dans leur sens, mais légèrement, pour pas qu'ils aient envie de faire de changements qui partent trop dans cette approche sensibilité de notre époque. En saupoudrer juste assez un tout petit peu, de façon à ce que ça donne pas l'impression, l'envie de vouloir être modifié davantage, vous voyez. Peut-être jongler avec ça. Salut Mayo, j'espère que tu vas bien. Toi aussi, j'espère que tu vas bien. Ma question, quel est l'univers de Disney dans lequel tu aimerais le plus vivre? Compliqué ça.
Je sais pas. À la limite, pour le fun, étant donné qu'il y a pas mal de jeux vidéo qui me plairaient là-dedans, l'univers du monde de Ralph, ça pourrait être cool. En fait, même, pour autant que je n'aime pas ce film, Ralph 2.0, vous imaginez comme ce serait cool de pouvoir se balader dans tout ce qui est possible en termes d'internet, etc. Quoi. Même si c'est une vision un peu édulcorée de la chose, ça pourrait être cool. Rien que le fait de pouvoir se balader et de rencontrer toutes les princesses comme ça qui, Disney, dans le monde Disney, qui existeraient ensemble et parleraient ensemble, ça pourrait être cool quoi. Il y aurait moyen de faire quelque chose. Après, il faut voir un petit peu comment ça sera amené, mais ça pourrait être un petit peu cool, ce genre d'univers. Avec quel personnage Disney pourrais-tu être ami? Beaucoup. Ça fait beaucoup quand même ça, hein, cachez-vous. Et il y a beaucoup que je trouve très sympa et tout. Hein. Après, en termes de caractère, avec qui ça tilterait le plus avec moi, je sais pas, c'est difficile à dire. Hein. Vraiment difficile à dire. Je n'ai pas un truc tout près comme ça à te dire. Hein. Hmm. Bon, c'est basique. Jim Hawkins, on va dire. Je pense que le mec, en grandissant, pourrait avoir un caractère qui me plairait beaucoup, quoi. Je pense que à son âge, si on s'était rencontrés, on aurait pu être potes. Je pense. C'est en partie pour ça. Il y a quelque chose qui se retrouve dans nos caractères, c'est pour ça que je dirais ça. Et c'est le topo de cette liste. C'est la dernière question. Vous avez été assez nombreux. Un peu moins que d'autres fois, mais je comprends. Ça fait un moment que ça n'a pas été fait. Et vous êtes un peu moins nombreux qu'avant, mais vous avez été quand même assez nombreux. Donc je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo réponse vous aura plu. Hein. Cette FAQ aura été sympathique à suivre. Et je vous donne rendez-vous donc pour cette année 2025. Déjà pour les futurs Disney Field, les futurs Gargoyles. Les retours possibles au Total Splash, je ne suis pas encore sûr à 100%, etc. À très bientôt. Bye.